Sur les thématiques d'aujourd'hui, je laisse effectivement l'IS. Ne bougez pas, j'arrive pour vous montrer ça. Hop, je laisse l'IS. Hop. Ici. Pour faire les sujets du jour et ce qu'on va adresser ensemble. Effectivement. Alors aujourd'hui, on a prévu un accompagnement, en tout cas un- on a prévu un webinaire autour de trois sujets, trois grandes thématiques finalement. On va revenir dans un premier temps sur les différentes stades du marché et les enjeux business auxquels toutes les forces de vente se confrontent aujourd'hui. On reviendra dans un deuxième temps sur un sujet de finalement, c'est quoi la machine de vente et quels sont les leviers qui sont importants pour faire en sorte d'aller chercher vos points de croissance, ou en tout cas de répondre à vos enjeux de structuration commerciale en 2024. Et enfin, on terminera sur un sujet de retour d'expérience, les bonnes pratiques sur les différents leviers sur lesquels on aura échangé. Euh, Sur la deuxième thématique, on a prévu un échange un peu sous format de quiz. Donc, on aura besoin aussi de votre participation pour voir de pouvoir où vous en êtes finalement, de l'état de maturité de votre machine de vente sur les items. Et par machine de vente, on y reviendra juste après, on entend tout ce tourne autour du CRM en termes d'intelligence commerciale pour faire en sorte que vous ayez justement les meilleurs outils, les meilleures méthodes et les meilleurs process. On va commencer par un état du marché. On y va? Ouais, peut-être pour se présenter rapido Ouais. et que vous sachiez qui est en train de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, Trevor Staléger, moi je suis directeur associé chez Up2. Je m'occupe des nouvelles verticales et des nouvelles activités, donc tout ce qui n'est pas relatif à la partie recrutement pour lequel Up2 est connu et reconnu sur son secteur, donc tout ce qui est relatif à de la formation, conseil et accompagnement de nos clients sur ces sujets de machine de vente idéale dont on va parler évidemment aujourd'hui. Et je suis accompagné de l'excellent Lies Moukaroui, que je laisse te présenter. Ouais, effectivement, merci Trevor. Moi, je suis le directeur de la BU CRM et Sales Ops chez Up2. Et pour la petite histoire, je suis l'ancien Head of Sales Ops d'Up2. Donc, mon rôle, c'était finalement d'accompagner les 100 commerciaux d'Up2 pendant mes 3 dernières années chez Up2 à être les mieux outillés, les plus performants du marché, autour des CRM, de la méthode de vente, de la stratégie d'analyse en soutien de la direction générale et de la direction commerciale. Et finalement, mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner des entreprises comme les vôtres à structurer toute cette démarche-là et à être les plus performants sur le marché français aujourd'hui. Effectivement. Bon, l'objectif de la discussion aujourd'hui, on va parler machine de vente, et vous l'avez vu dans l'intitulé du webinaire. Et on s'est dit qu'on allait vous refaire un petit why de finalement notre vision de la machine de vente idéale et où est-ce qu'on positionne le CRM et les outils à destination des commerciaux dans cette machine de vente idéale telle qu'on les constate chez nos clients les plus performants. Si on redescend et on détricote sous forme de planète, ça c'est une vision up tout, mais on se rend compte que les organisations commerciales les plus efficaces qu'on voit tous les jours ont ces composantes, et on va repasser du temps dessus dans leur exécution finalement. Donc en bas à gauche, on commence avec l'équipe, ça veut dire effectivement avoir les bonnes personnes au bon endroit, donc recruter les bons collaborateurs, qui soient bien productifs, qui soient bien formés, donc avec une super exécution, si on remonte progressivement le camembert, bien outillés en termes de méthodo commerciales. Alors là, on ne parle pas forcément de CRM, mais d'outils à proprement parler. C'est vraiment les livres de recettes que vous mettez à disposition de vos équipes pour qu'elles soient capables de dérouler le bon protocole. Tout ce qui est management, évidemment, ultra important sur la partie accompagnement, motivation, mobilisation des équipes. Et des sujets de processus et d'organisation. On en reparlera aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le sales process ou votre process fitness, être sûr que chaque personne travaille bien au bon endroit de l'organisation de la manière la plus efficace possible. Et finalement, on se rend compte que dans les organisations commerciales de nos clients, sur chacune de ces thématiques qui sont importantes pour aller chercher de la croissance, il y a une stack d'outils en toile de fond qui permet effectivement d'aller pousser des curseurs d'efficacité sur chacune de ces dimensions-là qui sont ultra importantes dans le quotidien de nos clients. Donc le focus d'aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est effectivement de vous faire une petite tendance, Lies vous l'a dit, du marché, être capable de faire un quiz aussi au milieu pour que vous puissiez de manière flash vous positionner et qu'on soit capable de vous partager des bonnes pratiques parce que c'est, je pense, ça qui vous intéresse aussi, de ce qu'on voit qui fonctionne bien et de ce que vous pourriez, en le transposant, mettre en place dans vos organisations respectives dans une logique d'optimisation de votre machine de vente et dans une logique, effectivement, d'augmentation de la performance commerciale. C'est ça le programme de la journée.
J'ai juste 2 secondes. Je pense que Tu peux tout le monde toucher. voit nos favoris. Et du coup, je crois que c'est pas nécessaire que vous voyez tous nos favoris tout de suite, tout de suite. Normalement, là, vous avez tout le monde la présentation entière. Donc, ça devrait être tip-top. Vous me confirmez, c'est bon, tout va bien. Bien génial. Ok, super. Merci. Merci Trevor pour cette entrée en matière. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet de la machine de vente et des éléments constitutifs finalement de ce que c'est qu'une bonne machine de vente, on a fait le bilan. Là, on arrive à la fin de l'année 2023. On a fait le bilan des différentes directions générales et commerciales qu'on rencontre. Ouais. Et ce qu'on peut en ressortir en termes d'enjeux, en tout cas de choses qui vont être prioritaires pour l'année 2024, c'est que 79% des dirigeants jugent que 2024 sera plus dur qu'en 2023. 2 tiers prévoient une hausse de leurs coûts. Quasiment la même proportion des dirigeants jugent que la concurrence va s'intensifier. Ouais. Avec justement une modernisation. Il y a une transformation commerciale sur le marché qui est en train d'être mise en place et on le voit tous les jours. Et finalement, ça se ressent dans le tissu concurrentiel de la part des entreprises qu'on rencontre. Ouais. 41% des dirigeants ont des difficultés à recruter de nouveaux profils. Donc, il y a un sujet d'attrition, en tout cas de recrutement des collaborateurs, ou d'être capable de garder les bons, à minima. Et dans un deuxième temps, d'être capable de recruter les bons profils. Parmi les commerciaux qu'on a en place, et c'est une statistique qu'on a sortie la semaine dernière lors d'une étude marketing qu'on a réalisée, 87% des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs, ce qui est relativement important. Ouais. Et finalement, il y a un sujet, énorme. il y a un sujet de management aussi, et on l'avait évoqué lors du webinaire coaching. 2 tiers des managers se sentent livrés à eux-mêmes. Donc, fort de ces constats-là. On a un peu envie d'aller se recoucher quand on voit tes stats. Ça donne pas envie de démarrer 2024. Mais ouais, pardon, je t'ai coupé. Mais effectivement, c'est des sujets compliqués. Exactement. Alors, on voit des questions dans le chat. Quelle est la source de ces statistiques? C'est des statistiques qui sortent des échanges qu'on a. On rencontre une centaine de directions commerciales et générales chaque mois. Et finalement, c'est les constats qu'on peut en ressortir des échanges avec eux. Et des études marketing si vous aussi. voulez, dans le contenu, on vous enverra effectivement les supports. Il y a un peu de tout et vous verrez dans certaines stats, il y a du HubSpot sur certains sujets de performance commerciale. Il y a des stats up-to puisqu'on voit quand même un paquet de commerciaux et de managers commerciaux. Il y a des études à venir dans lesquelles vous retrouverez ces stats-là qui vont sortir aussi prochainement. Bon, ce qui est intéressant, si on doit résumer ça, c'est que faire du business en 2023 et en 2024 sera pas plus simple qu'en 2022. Et ça, c'est peut-être effectivement la mauvaise nouvelle. C'est que je pense qu'on aurait tous aimé une petite accalmie et avoir le téléphone qui sonne. Bon, c'est pas prévu, peut-être sauf certains métiers spécifiques sur lesquels effectivement vous passez entre les gouttes. Dans la vaste majorité des entreprises françaises qu'on rencontre tous les jours, voilà, ça va devenir plus compliqué. Et petit sondage effectivement rapide pour savoir justement quels sont vos enjeux du moment et les sujets sur lesquels vous allez être attentifs. Bon, la finalité, c'est que les clients qui se préparent à une année qui sera plus complexe en termes de business et se préparent effectivement en optimisant tout ce qui peut l'être dans les organisations en place. L'objectif et le mot d'ordre, c'est de faire mieux que ses petits camarades et que ses concurrents en étant plus efficace, en étant plus efficient. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler d'outils aujourd'hui, puisque en 2023, avoir les bons outils est quand même un vrai game changer. C'est plus un nice-have pour certaines organisations, c'est vraiment devenu un must-have. Sur des sujets d'efficacité, sur des sujets de rétention de collaborateurs. On l'a vu avec des commerciaux, des difficultés de recrutement, sur le fait d'aider les commerciaux à faire leur objectif, parce qu'il y a un vrai sujet de mindset des équipes. 87%, c'est inédit. Des commerciaux qui n'atteignent pas leur objectif, c'est juste monstrueux. Avec une année 2023 qui a été compliquée, mais voilà, moralement, ça pèse pour tout le monde. Et avoir les bons outils est devenu aussi un vrai moyen d'être plus efficace, d'être plus efficient et donc de simplifier son accès à ses targets, ce qui est important. Ouais, on a mis un sondage, donc on voit que vous êtes 45 à avoir participé. Est-ce que tout le monde n'a pas bien participé? Ouais, super, ok. Bon, ce qui en ressort finalement, et ces 2 points qui sont assez connectés, c'est une grande partie d'entre vous a coché les cases gagner en efficacité commerciale et aller chercher de nouveaux points de croissance. On va le voir lors de cette présentation, comment on est capable de mettre en place les bonnes mécaniques d'efficacité, d'efficience pour justement aller chercher des nouveaux points de croissance. 22%, entre 20 et 30%, vous avez répondu tenir vos marges et maintenir vos parts de marché. Alors, je vous rassure, tous les éléments vont être évoqués aujourd'hui. Finalement, être capable de mettre en place la bonne machine de vente, ça vous permet, dans un premier temps, de consolider l'existant
d'être capable de savoir quelles sont vos forces et vos points d'amélioration dans votre machine de vente, mais surtout d'être capable de mettre en place à côté un plan d'action commerciale qui sera suivi dans le temps, et que ce soit d'un point de vue des personnes, des outils et des méthodes. Ouais. Il y a quelques questions dans le chat aussi. Si ça vous va, on garde un moment à la fin sur lequel on va pouvoir reprendre un petit format questions-réponses qui sera plus sympa comme ça. Si ça vous va, on garde notre fil rouge et on prend du temps derrière. Arrêtez le partage. Ouais. Désolé, il y a la barre qui cache, c'est pour ça. Très bien. Comme ça, vous pouvez interagir avec les gens sur la vidéo. Génial. Ok. Allez, la suite. Oupsie. Je ne sais plus ce que Il faut cliquer en haut à nouveau. Attends, la flèche. Ouais, bien. Ou pas. Je veux dire, let's go. Ouais, mais ça, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, sur ces logiques que vous avez évoquées, maintenir des parts de marché, aller chercher des nouveaux points de croissance, tenir vos marges ou gagner en efficacité commerciale. Malheureusement, ça serait trop simple s'il n'y avait qu'un endroit dans lequel se trouvaient les bonnes réponses. Ça demande à nos clients d'être plus aguerris sur l'intégralité de ces points-là, avec des focus particuliers, et se pose la question et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des outils pour simplifier mon quotidien de dirigeant, notamment des sujets de CRM, pour m'aider à aller plus vite et à aller chercher mes enjeux, que ce soit les points de croissance qui ressortent assez majoritairement. Donc, si on reprend ça et dans les bonnes pratiques, est-ce que j'ai un CRM qui est capable d'avoir le bon territory management, qui est capable de faire les bonnes relances de mes sales au bon moment et qui soit capable de repasser le bon coup de fil à un prospect qui se pose des questions? Il y a une notion d'agilité commerciale qui est ultra importante, notamment quand il s'agit de faire mieux et d'aller chercher toutes les opportunités de business et de ne pas les louper. Et on verra les bonnes pratiques liées à ça. Il y a des sujets aussi, effectivement, liés à dédier du temps. On le voit sur des commerciaux. Si on reprend le sujet de préoccupation majeure chez vous, là, les 56% sur aller chercher de la croissance, on a quand même beaucoup de commerciaux, quand on les voit tous les jours, qui nous disent on est débordés, les semaines sont denses, on n'arrive pas à faire du chiffre. Donc, comment est-ce que le CRM peut aussi aider à alléger le temps commercial, à remettre du focus sur du temps vraiment contributif en termes de business, presque du sales fitness, hein, on descend la semaine type, on en parlera après, et on regarde où est-ce que tu es capable de mettre des actions de prospection et comment est-ce que tu es capable de faire du sortant et d'aller chercher des opportunités de faire plus, parce que c'est de ça dont on parle. Voilà, tout ça, on en parle juste après, vous le verrez, on va forcément venir faire des allers-retours dans ces différents blocs que vous voyez qui sont importants sur les sujets de performance. Bon, effectivement, merci Trevor pour cette grande cartographie de ce que c'est qu'une machine de vente. Bon, maintenant, vous l'avez compris, qu'on vous a sensibilisé sur ce sujet de machine de vente. On l'a évoqué tout à l'heure, dans ce contexte qui est complexe, aller gagner des parts de marché, en tout cas avoir les bons outils, c'est plus une nécessité, enfin c'est plus un nice have comme on l'a dit, mais un must have. Mais si on doit le transposer en français, voilà, c'est obligatoire aujourd'hui d'avoir les bons outils. Et dans le marché de la transformation commerciale, on l'observe, c'est très très dynamique depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur les outils, on entend parler d'automatisation, on entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de nos codes, et ça touche finalement la branche de la transformation commerciale. Les machines de vente, finalement, aujourd'hui, elles connaissent des niveaux de maturité assez différents. Et on est capable d'aller chercher des points de productivité, d'efficience beaucoup plus importants qu'il y a 5-10 ans, avec des solutions qui n'existaient pas sur le marché aujourd'hui. Donc, finalement, de ce qu'on a... Oh. Ouais. Finalement, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, être capable d'aller chercher un niveau de maturité très avancé sur la machine de vente, on l'a modélisé autour de 5 niveaux de maturité, et c'est ce qu'on constate dans les échanges qu'on a avec les différentes machines de vente, la maturité, qu'on soit sur un secteur IT, industrie, service, finalement, il y a quand même un corps, des compétences cœur autour de la machine de vente, autour des nouveaux métiers qui sont les métiers de d'ops. Et pour ça, votre organisation, votre entreprise, à l'échelle d'un directeur commercial ou d'un directeur général, on est capable de pouvoir atteindre le niveau 1, voire le niveau 2, sans être accompagné. Quand je parle d'accompagnement, je parle soit de structuration en interne de profils de type Ops, donc les profils qui vont vous aider sur tous les items que vous voyez à gauche, en bas à gauche. Ou alors ça peut être de l'accompagnement externe, bien évidemment, sur à minima la mise en place des fondations de ce que c'est qu'un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5. Et on est conscient qu'aller chercher le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, et on le voit, ça permet d'aller chercher les points de croissance. Comment ? Avec un meilleur outillage, une meilleure adhésion des commerciaux, des meilleures mécaniques de pilotage,
une mécanique, une automatisation de la remontée des signaux d'affaires, une meilleure segmentation commerciale et une meilleure productivité. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que le CRM, aujourd'hui tout seul, mettre en place un CRM, ce n'est pas suffisant. En plus d'être capable de moderniser ces outils commerciaux, ce qui est très important pour aller chercher les points de croissance et tout ce qui va s'ensuivre derrière, ça va être l'intelligence commerciale que vous allez mettre autour de votre CRM. On va le voir juste après, mais finalement, l'objectif, c'est de vous sensibiliser sur comment être capable d'aller chercher le niveau 5 ou le niveau 4 le plus rapidement possible, en tout cas à horizon moyen terme, pour faire en sorte que votre machine de vente soit efficace. Hein. Et on va rentrer dans les détails de ce que c'est que l'adhésion, l'outillage, etc. etc. On a pensé l'exercice, comme le disait Trevor tout à l'heure, comme le webinaire est quand même assez descendant, on a pensé l'exercice de manière un peu communicative, ludique. On va vous poser des questions sur les différents items que vous voyez à gauche. Donc, quel est votre niveau d'outillage aujourd'hui? Quel est le niveau d'adhésion de vos équipes aux outils actuels? C'est quoi vos mécaniques de pilotage de l'activité? Comment vous générez des leads et vous les traitez? Quel est le niveau de maturité de votre productivité commerciale? Et finalement, comment vos commerciaux aujourd'hui segmentent? Quelles sont les mécaniques de segmentation et de couverture de vos territoires commerciaux? Une fois qu'on aura des réponses là-dessus, on pourra justement revenir sur les bonnes pratiques de chaque catégorie. Et c'est des bonnes pratiques qui ressortent de choses qu'on a faites chez Up2. On ne vient pas avec la casquette de on a mis en place que des bonnes choses. C'est des choses qu'on a testées, sur lesquelles on s'est trompé parfois et sur lesquelles on a fait des ajustements. Donc, on pourra revenir sur ce qui est bien et sur les écueils à éviter aussi que l'on constate chez nos clients et nos prospects de manière générale autour du CRM et de l'intelligence commerciale. Ouais. Peut-être pour revulgariser effectivement ce niveau 5, c'est compliqué, hein, même nous, effectivement, avec beaucoup de ressources dédiées, des ops qu'on a recrutés, 3 ops maintenant en interne pour une centaine de commerciaux chez Up2 actuellement. On n'arrive pas à monter dans le niveau 5, ou en tout cas on s'en rapproche. Mais ça va tellement vite, comme tu l'as dit, en termes de tech, en termes d'intégration, en termes de manière de faire du business, que à chaque fois qu'on pense être pas trop mal, il faut redéconstruire, il faut réoptimiser. On a un peu l'impression d'être ces développeurs qui, tous les 6 mois, ont dû faire 100 lignes de code, et puis 6 mois après, ils repassent et ils auraient pu le faire en 10 lignes. Bon, c'est un peu ça qui est en train de se passer avec un vrai engouement des sujets de sales enablement, hein, drivé par les Américains qui, effectivement, commencent à bien pousser sur ces sujets, ce qui arrive outre-Atlantique chez nous. Ce qui est assez flagrant, c'est qu'on se rend compte que sur nos clients, tu le disais, on voit à peu près 600 directions commerciales par mois. C'est les stats de ce que rencontrent nos commerciaux. Il y a quand même 20 à 25% des clients qu'on rencontre qui n'ont toujours pas de CRM tel qu'on entend, un vrai CRM, hein, qui ont encore des outils type Excel pour faire de la saisie et potentiellement des ERP pour de la saisie de commandes, mais des CRM à proprement parler tels qu'on peut les voir, hein, les gros du marché, les HubSpot, les Pipedrive ou des Salesforce, pour ne citer que. Qui effectivement ne sont pas encore outillés. Il y a quand même un gros sujet de beaucoup de nos clients qui sont outillés, mais avec des CRM qui ne fonctionnent pas, qui ont fait le niveau 1 assez basique, qui ont fait le niveau 2 et qui ont souvent bricolé en interne avec quelqu'un qui aimait bien ça. Mais effectivement, trouver des vrais leviers d'optimisation pour passer sur un niveau 3, un niveau 4 ou un niveau 5, ça demande de l'expertise, qu'elle soit interne ou externe, comme tu le disais, et ça demande à avoir quelqu'un, quasi une résidence, ou quelqu'un qui vient très régulièrement optimiser la machine en place parce que ça bouge vite et parce que le business bouge vite de manière générale et qu'il faut sans cesse aller chercher de l'agilité sur un certain nombre de notions, effectivement, d'adhésion, de lead generation, de productivité, de segmentation. Je crois que tu as préparé quelque chose pour nos invités aujourd'hui. Ouais, exactement. Avec un diagnostic de votre machine de vente. On a prévu de vous faire un petit scan finalement en live avec un sondage qui vous permet de 1 à 5 de faire l'exercice. Où est-ce que vous en êtes finalement? Et à la fin, on regardera, ça permettra aussi de vous benchmarker des gens qui sont présents sur le quiz, de vous rassurer ou pas par rapport aux réponses des gens qui sont présents sur le webinaire, de où est-ce que vous en êtes en termes d'exécution dans votre machine de vente. Et pas de panique, si effectivement vous avez des questions et si besoin de précision sur comment optimiser un certain nombre d'items, vous l'avez compris, on est évidemment à votre dispo après pour soit sur un format de questions-réponses, soit sur passer des coups de fil et détricoter ça ensemble. Effectivement, la manière dont on a pensé le diagnostic, et je vais y revenir juste après, donc
c'est de rentrer dans le détail finalement du niveau de maturité et des items en question. Bon, vous formalise pas, il y a beaucoup d'informations sur cette slide, mais l'objectif, c'est dans chaque catégorie, donc l'outillage, l'adhésion, la génération et le traitement des leads, la productivité commerciale, la segmentation et la gestion des territoires, et enfin le pilotage, que vous puissiez vous mettre une note sur 5. Donc vous voyez hein, les différents niveaux de maturité. Par exemple, pour l'outillage, le niveau 1, c'est je n'ai pas de CRM, j'ai des fichiers Excel ou j'ai un email. Le niveau 5, c'est que j'ai un CRM 360 intégré à mes outils métiers, intégré à mon marketing, où j'ai de l'automation. Sur la productivité commerciale, on juge que c'est peu élevé parce qu'il n'y a pas de semaine type, il y a beaucoup d'improvisation. Une productivité commerciale optimale, finalement, c'est une organisation optimale avec du temps dédié, on connaît l'agenda type, on a des plages dédiées sur des activités, etc. etc. Donc là, on va relancer un petit sondage. L'objectif, c'est que donc, finalement, on a 6 catégories qui peuvent aller jusqu'à 5. Donc ça fait 30 points. L'objectif, c'est que vous sachiez là, en fonction des différents items, on va vous laisser 2 minutes, à quel niveau vous situez. Est-ce que vous êtes entre 10 et 15? Est-ce que vous êtes entre 16 et 20? Est-ce que vous êtes entre 21 et 25? Ou sinon, où est-ce que vous êtes au-dessus de 26? Prenez le temps, on peut Ouais. laisser, nous, ça nous laisse le temps de boire un coup d'eau et on vous laisse travailler dans l'intervalle. On fait travailler. Hein. Merci Trevor. On verra pas. T'inquiète. Ah non, c'était bon. Et ensuite, bah, je pense que vous pouvez mettre fin, regarder les résultats, les commentaires avec eux, etc. Ouais, en temps réel, on a effectivement le nombre de personnes qui ont répondu. On est sur une petite dizaine sur les 80 là, qui sont avec nous. Thibaut, sur la question, la génération de leads doit faire partie du CRM. Oui, non. Là, on se parle vraiment de tout ce qui est CRM et périphérique au CRM. Donc, que le process de génération de leads soit externe ou interne au CRM, là, l'objectif, c'est de définir votre niveau de maturité là-dessus. Et aujourd'hui, on est capable de brancher toutes les mécaniques de génération de leads à votre CRM en place, ou en tout cas aux outils que vous avez en place à l'heure actuelle. Mais on considère que ça doit redescendre quand même dans le CRM. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais ça peut être une surcouche, Ouais, bien sûr. ou ça peut être directement depuis le CRM. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Thibaut, mais voilà. Ah, ça y est, je crois que ça s'agite. Tout le monde a fini ses additions. Ah, on a pas mal de gens au-dessus de 20, 25. Ça remonte. Alors, on a même des gens au-dessus de 26. Ouais. Alors, c'est pas nominatif. On pourra pas faire mousser les gens qui ont avancé plus vite là-dessus. Les personnes qui sont au-dessus de 26, ça veut dire qu'ils ont une moyenne à plus de 4 finalement sur chaque item. Ça remplit encore. On a 40 personnes, 45. Ça laisse encore une petite minute. Combien de réponses pour le moment? 47, ça continue de monter. 47 réponses, ouais. On essaie d'atteindre 50. Le temps que vous comptiez sur la slide, tout le monde. On a 81 participants pour le moment. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question sur le chat. Donc, il y a 81 participants et quelques centaines d'inscrits si vous voulez savoir d'où viennent les données d'aujourd'hui. Et sinon, comme l'avait dit Lies tout à l'heure, les données des statistiques précédentes viennent bien sûr de la centaine de directions d'entreprise qu'on peut rencontrer tous les mois. Il y a Thibaut qui avait posé la question sur la génération des livres, mais je crois que tu as... Ouais, j'ai répondu. Ouais. On a une deuxième question qui est vraiment très connectée à cette question-là. Donc, je vais vous la... On met ouais, un sondage, je vais comme mettre ça, fin au vous pouvez sondage. positionner. On peut le commenter rapidement si vous voulez les chiffres, Ouais. partager les résultats. Hop. Dites-nous si vous voyez bien les résultats. Oui. Génial. Si on prend la slide du niveau 2, et on peut peut-être repartir un tout petit peu en arrière, comme ça permet de remettre du tangible par rapport peut-être au niveau sur lequel vous positionnez, parce qu'on peut le refaire en termes de nombre d'étoiles. C'était ça l'objectif. Ouais. Si vous êtes au-dessus de 12, c'est que finalement, vous avez un niveau 2. Alors, si vous êtes au-dessus de 6, génial, vous êtes sur un niveau basique 1 et vous êtes sur un niveau 2, entre 6 et 12. Entre 12 et 18, c'est là, on va voir si en termes d'addition, je suis pas mauvais. Entre 12 et 18, vous êtes sur un niveau effectivement qui est correct. Donc, ça veut dire que vous avez bien avancé. Alors, peut-être avec des inégalités dans différentes thématiques d'adhésion, de productivité, de segmentation. En tout cas, ça veut dire que vous êtes sur des niveaux 2, des niveaux 3. Et c'est quand même la grosse majorité, puisqu'on a 34% entre 10 et 15, on a 36% des personnes présentes entre 16 et 20,
16 et 20, vous commencez à toucher des niveaux de maturité qui sont très bonnes. Donc, on commence à rentrer sur des niveaux 4 et plus. Et effectivement, on a 2 personnes qui sont vraiment avancées sur des sujets d'excellence. Intéressant, donc, pour une grosse majorité des gens présents aujourd'hui, ce qui nous rassure, c'est que vous êtes sur des niveaux 2 ou des niveaux 3. L'ambition, c'est de vous donner quelques tips pour être capable de passer des niveaux et monter potentiellement sur des niveaux 4, au moins un niveau 4, ça serait génial, ou de pousser certains curseurs sur lesquels vous sentez que vous êtes peut-être un peu plus à la traîne et sur lesquels vous êtes par contre quelques bonnes pratiques pour accélérer sur ces sujets. Ouais, intéressant de savoir sur quel item vous avez des points d'amélioration. Donc là, on a vu effectivement le niveau de maturité. Je vais vous envoyer un troisième sondage pour être capable de comprendre finalement quels sont vos enjeux de manière collégiale, que ce soit sur l'outillage, l'adhésion, le lead gen, KPI data, productivité ou segmentation. Donc, sur quel item finalement aujourd'hui vous jugez que vous pouvez vous améliorer? Pareil, on se laisse une petite trentaine de secondes. On est déjà à 25 personnes. Et vous vous doutez, on a l'ordinateur en bas. Je ne suis pas sûr que vous le voyez. On a une quarantaine. Pareil, on se laisse Allez, jusqu'à 5 50. secondes. Ouais. Bon, de toute façon, on peut les commenter en live. Pour l'instant, c'est lead generation qui est en tête avec 60 et quelques pourcents. Productivité, 60% aussi. Ah, et c'est du non. Vous pouvez en cocher plusieurs. Ouais, exactement. Ce qui m'a perturbé dans mon analyse. Mais c'est le top de productivité, lead generation qui ressortent assez largement et qui se détachent. Allez, on l'arrête, on est à 50. Parfait. Et si ça vous va, nous, on va garder ça aussi en tête pour la suite de la présentation, puisque forcément, on va parler un peu de ça dans les bonnes pratiques qu'on a à vous partager. Bon, sans surprise, lead generation, je crois que c'est le sujet qui quand même revient très, très, très fréquemment et qui est très corrélé à votre sujet tout à l'heure d'une grosse majorité chercher des points de croissance. Effectivement, être bon sur la détection d'opportunités, c'est quand même devenu majeur pour aller chercher de la croissance. Donc, très bien, on va y passer un peu de temps tout à l'heure. Et les sujets de productivité, qui est d'ailleurs en tête, hein, vous voyez, 64%, c'est le sujet majeur que vous mettez en avant. Comment est-ce que je rends mes sales plus efficients et mon équipe plus efficiente pour avoir du vrai temps business productif. Donc, très bien, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, on le garde en base de référence et on rentre dans le détail des bonnes pratiques. Ouais, effectivement. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir vous présenter un état des lieux des bonnes pratiques et des écueils à éviter finalement sur chaque item. On va essayer de passer très rapidement. On a bien compris le côté descendant du webinaire. On va essayer d'être assez rapide et efficace sur ces sujets-là. Et aussi vous apporter de la valeur sur ce qu'on a mis en place chez Up2 et ce qui a marché en termes de bonnes pratiques sur ces sujets-là. Si on commence sur l'outillage commercial, et je vais y passer très vite parce que finalement, c'est pas l'item qui ressort le plus, hein, c'est même celui qui est le moins coché. Donc, on juge que vous avez un niveau d'outillage qui est relativement correct de manière générale dans le groupe, même si on sait qu'il y a des disparités, vous êtes beaucoup hein, à ce webinaire. Ce qui peut dysfonctionner et ce qu'on remarque de manière générale, c'est que soit il n'y a pas d'outil qui est mis en place pour les commerciaux, donc on a des commerciaux qui se retrouvent finalement un peu à l'ancienne, seuls face à eux-mêmes, avec des outils Excel, avec du Outlook pour gérer les clients, ou alors rien du tout. On a des outils, ou alors on a des outils qui ne sont pas adaptés aux usages, soit des outils qui ne sont pas assez personnalisés, des outils qui sont trop complexes, pas assez puissants, trop vieux. On le disait, hein, on a eu un gros taux d'outillage des entreprises dans les années 90, un premier niveau de CRM qui est sorti, c'est plutôt des ERP, des continuités de ERP. Et là, on le voit, hein, les éditeurs ont beaucoup modernisé leur stack d'outils et les CRM modernes sortent vraiment de terre depuis 5-10 ans, plus depuis 5 ans, avec du HubSpot, du Salesforce, du Salesy, du Pipedrive, des CRM qui sont maintenant très puissants, qui fonctionnent en mode SaaS et qui sont capables d'accompagner vos commerciaux, que ce soit des commerciaux de terrain ou vos commerciaux sédentaires. Et donc aujourd'hui, on a des outils qui sont puissants, qui s'adaptent à tous les cycles de vente et à toutes les mécaniques organisationnelles.
Et ce qui peut dysfonctionner aussi, c'est qu'on ait mis un outil en place finalement, mais que personne s'en occupe ou personne ne le fait vivre dans le temps. On l'a dit tout à l'heure, l'importance quand on veut avoir une machine de vente au-delà du niveau 2, c'est être capable aussi de mettre quelqu'un dans l'organisation qui s'occupe de ça, qui s'occupe de l'outil, mais qui s'occupe pas que de l'outil à titre technique, mais aussi finalement qui accompagne la direction commerciale, d'où l'émergence des postes en Ops. Qui est un peu le bras droit de la direction commerciale sur tous les sujets de process et d'outils. Donc, dans les bonnes pratiques, finalement, pour être mieux outillé, en tout cas pour améliorer son outillage, il faut être capable de sonder le marché et définir l'outil le plus adapté à ses besoins. Peut-être se poser les questions de est-ce que mon outil actuel, ma pratique actuelle, nécessite un outil qui me permet d'aller chercher finalement des fonctionnalités, des choses plus personnalisées. On a vu l'année dernière, cette année, en 2023, ChatGPT est sorti. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle, autour du commerce. Donc, dans l'outillage, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. On sait que des CRM comme HubSpot, Pipedrive et Salesforce sont en train d'investir massivement sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, l'intelligence artificielle sur l'outillage, c'est le niveau 5. Et si on n'a pas le niveau 2 ou le niveau 3, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Déjà, se poser pour sonder le marché, de modéliser vos processus commerciaux dans le CRM et surtout d'impliquer vos équipes dans le choix et dans l'amélioration du CRM. On y reviendra juste après, mais avoir une Ferrari sans avoir le permis, on le constate dans des machines de vente, ça peut vite poser une problématique sur le retour sur investissement du projet. Donc, on a des entreprises qui nous disent on a mis en place un super CRM. Pour autant, les commerciaux ne l'utilisent pas parce qu'on n'a pas mis en place de mécanique d'adhésion des équipes. C'est un projet très descendant et surtout, en fait, on a mal été formés et ils ont été formés qu'à l'outil et pas à la méthode de vente, au cycle de vente qui s'en suit. Bon, je pense que c'est une des croyances populaires du marché, c'est de dire parce que j'ai mis un nouvel outil, ça va fonctionner. Et on a des éditeurs de logiciels qui sont très bons là-dessus et qui font leur job et qui commercialement sont très aguerris. Bon, on voit aussi des clients qui font 30% de croissance tous les ans avec un fichier Excel. Donc, c'est intéressant. L'outil ne fait pas tout. C'est censé être un accélérateur de croissance. Néanmoins, effectivement, comme tout, c'est pas des petits projets, c'est pas des petits sujets. Choisir un outil tel qu'un CRM, c'est assez lourd quand même en termes d'investissement. Ouais, et d'investissement, temps humain, et c'est assez structurant, donc il ne faut pas se planter. Et il faut être sûr d'avoir quelque chose qui soit aussi souple et qui permette de vivre avec l'organisation. Et il y a aujourd'hui tout un paquet d'outils, on pourrait en parler, des Mojo qu'on utilise nous-mêmes en interne chez Tour, qui sont des choses qu'on vient brancher en parallèle et renforcer la stack d'outils existante sur l'analyse de ce qu'on dit, sur la retranscription de nos calls qu'on peut réutiliser dans le CRM. Donc ça, c'est encore des niveaux plus avancés. Mais effectivement, l'outil de base, c'est devenu absolument nécessaire de mettre à disposition de vos commerciaux le bon outil qui leur permet de gagner du temps. Et entendre des commerciaux en 2023 qui disent franchement je fais de la double saisie ou de la triple saisie ou je prends le soir 1 heure pour rentrer les informations, bon, c'est dans une période où ça va être plus compliqué en termes de business, un vrai frein réel à de la croissance et à de l'efficacité commerciale. Donc ça, le bon outil au bon endroit, important. On passe à l'adhésion des équipes. Sur l'adhésion des équipes, c'est très lié finalement à l'outillage aussi. On l'a vu dans les bonnes pratiques de l'outillage, être capable d'impliquer les équipes commerciales en amont du projet, mais il n'y a pas que l'amont, il y a aussi le pendant et l'après surtout. Ce qu'on constate, et c'est un gros sujet, je suis assez surpris du fait que ce ne soit pas dans les réponses que vous avez eues au 3e sondage, un sujet très fort. C'est le 7e, c'est le 6e sujet qui a été évoqué, mais on voit beaucoup d'entreprises qui nous disent, voilà, on a mis en place un CRM, mais soit ils utilisent que 10 ou 15%, soit ils l'utilisent pas du tout. Et donc finalement, ce qui peut dysfonctionner, c'est comme on le disait tout à l'heure, le CRM il a été mis en place en consultation des équipes, ou en tout cas il n'y a pas eu de travail en amont ou de vente du projet en interne, parce qu'à l'échelle de la direction, être capable de vouloir un projet CRM, c'est pas suffisant. Il faut être capable de le vendre aussi, donc il y a une étape intermédiaire de sécurisation finalement du projet CRM à l'échelle des équipes. Ensuite, le choix de l'outil, il est très important, on l'a vu tout à l'heure, mais si on choisit un outil qui est pas simple, qui est une usine à gaz, qui va pas faire gagner du temps commercial, mais qui va en faire perdre, c'est souvent un sujet aussi. On a souvent un terme qui revient, c'est outil de flicage. Et là, l'outil de flicage est très lié au fait que le projet n'a pas ou mal été vendu aux équipes, finalement. Ouais. C'est un projet de conduite du changement et on oublie. Exactement.
Donc, on a des commerciaux qui sont réfractaires au changement, qui ne veulent pas changer d'outil et finalement qui se disent, bon, ben, tu vas me suivre tous les jours. C'est comme si tu mettais une puce dans ma voiture pour me suivre. C'est pas l'objectif du CRM et c'est pas comme ça qu'on pense le CRM. On pense à des fins de productivité et à des fins de bénéfice, même à l'échelle d'un commercial, de dire si on te met en place un CRM, c'est pour que tu gagnes du temps, que tu gagnes de l'efficacité et à la fin que tu fasses plus de chiffre d'affaires et donc que tu gagnes plus d'argent aussi. Et on sait que bah franchement, l'argent, c'est le nerf de la guerre à l'échelle d'un commercial. C'est un critère qui est important pour lui. Donc, c'est comme ça qu'on va penser aussi notre accompagnement, c'est bénéfice pour les commerciaux aussi. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement sur des projets CRM. On a des entreprises, on vous l'a dit tout à l'heure, qui investissaient sur des Ferrari. Ça peut coûter très cher un projet CRM à l'échelle de boîtes qui ont 20, 30 commerciaux. Ça peut coûter jusqu'à 100, 150 000 euros. Sans retour sur investissement, ça peut vite être un trou dans la raquette dans un contexte, on l'a vu tout à l'heure, où les moindres points de croissance sont importants et donc la structure de coût va être importante. Donc, on doit mettre du ROI dans un projet CRM et le ROI, il passe indispensablement par la capacité à pouvoir faire adhérer les équipes à ce projet-là. Ouais. Donc, dans les recos et dans les bonnes pratiques, bon, s'il y a effectivement un sujet d'adhésion, c'est déjà faire un petit diagnostic d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est vraiment un problème d'outils? Est-ce que c'est un sujet de mindset avec effectivement des équipes commerciales qui, par nature, sont quand même assez réticentes au changement? Mais il faut faire le bon diagnostic. C'est un problème d'outils, c'est un problème de mindset, c'est un problème de compréhension. Et à partir de là, tout se règle. Si c'est un problème d'outils, bah, tant mieux. Ça peut être sans doute simplifié. Ça peut être retravaillé pour que l'usage soit plus proche de la réalité terrain des équipes. Et dans ces cas-là, notre reco, c'est prenez un groupe pilote, prenez vos 2-3 top performers, refaites-les monter dans le projet, réfléchissez avec eux à des solutions qui soient garants de la bonne solution et qui soient garants du ruissellement de la bonne pratique dans les équipes. Ça, c'est le sujet numéro 1. Effectivement, si c'est des sujets de mindset, il y a un peu de pédagogie à faire, forcément. Et là aussi, utiliser les top performers dans vos équipes pour être capable de montrer ce qui se fait bien et les gains de productivité ou les gains associés de cette personne avec une utilisation de l'outil qui est bonne. Après, différents formats de training, comme pour certaines équipes qui sont peut-être plus old school, il y a une barrière à l'entrée sur des sujets technologiques qui demandent de l'accompagnement, qui demandent du temps et qui demandent, là encore, de la pédagogie et de l'entraînement de manière régulière. Exactement. La pédagogie, c'est la répétition, comme on dit. Donc, il faut y passer un peu de temps. Exactement. Dans les bonnes pratiques, effectivement, juste pour compléter ce que dit Trevor, ce qui est super important, c'est la formation initiale, c'est bien. Mais sur des sujets de CRM et d'intelligence commerciale, ce qui est surtout important, c'est la formation continue. Ouais. Donc, c'est d'être capable de mettre en place des mécaniques de mesure du niveau d'appropriation, mais surtout d'être capable d'entraîner dans le temps. Alors, nous, chez Up2, on a mis en place ce qu'on appelle des barres à formation, HubSpot, pour les équipes commerciales. Finalement, ce qu'on fait, c'est effectivement, on prend les personnes qui sont les meilleurs utilisateurs du CRM dans les commerciaux, on les utilise comme relais lors de ces formations-là, et on va passer du temps avec les commerciaux pour faire passer les bonnes pratiques, échanger avec les commerciaux qui l'utilisent moins sur finalement comment je dois l'utiliser à des fins d'efficacité au quotidien, d'organisation. On y reviendra sur la productivité. Et finalement, ce qui est important dans le format, c'est être capable de dire on est convaincu que la formation en CRM, ça ne peut pas être asynchrone systématiquement. Il faut que ce soit synchrone aussi. Donc, par synchrone, j'entends passer du temps avec les équipes, les faire venir à la limite tous dans vos locaux, se poser. Ça peut être très scolaire, mais c'est ce qui marche. On a essayé la synchrone, ça n'a pas marché tout le temps. Donc, le synchrone, c'est on se met à côté, on fait des exercices, ou en tout cas, on voit comment tu fais, quel est ton geste, et on vient de corriger. Ça devient de la formation individualisée, mais cette formation-là, ça fait gagner beaucoup plus de temps que de mettre en place des guides ou alors des vidéos sur lesquelles on sait qu'il y a une énorme déperdition dans la capacité à pouvoir comprendre et à faire le geste. Alors que si on fait le geste à côté, ça fonctionne très bien. Ouais, mise en situation, mise en situation, mise en situation. Ouais. Et paroles de top performer. On écoute forcément étonnamment plus un père qui est successful que quelqu'un d'externe qui le dit ou son manager. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, sur le sujet qui est finalement le sujet que vous attendez tous. Non, et au final, Xavier m'a dit le premier sujet, c'est la productivité. Et il a complètement raison, puisqu'on est à 64%. Ah oui, ok. Versus 60%. Merci Xavier de la vigilance. Ça a changé au dernier moment. Bon, deuxième sujet le plus important, finalement, c'est la génération et le traitement des leads, puisque générer des leads sans les traiter, finalement, ou en les traitant mal, c'est pas vecteur de productivité. Ce qui peut dysfonctionner, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a souvent on a des entreprises qui veulent se faire accompagner sur la stratégie de génération de leads. Généralement, il n'y a rien qui est mis en place, en tout cas peu de choses. La conséquence de ne pas avoir ou d'avoir une stratégie qui n'est pas efficace,
c'est qu'on n'a pas assez de leads générés ou alors on a une qualité des leads qui n'est pas assez qualifiée. C'est souvent un sujet qui revient on génère des leads, mais par contre, c'est des leads, 80%, 90% les disqualifient. Déjà, il faut s'entendre parce que sur le marché, on n'a souvent pas les mêmes définitions. Il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un lead. Parce qu'un lead, ça peut être un clic pour certaines entreprises. À l'échelle de tout, un lead, c'est quelqu'un qui a émis de l'intérêt pour l'entreprise. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les leads tièdes et les leads chauds. Pour autant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quels sont les différents niveaux de lead et comment je suis en capacité de pouvoir en attirer et en qualifier davantage. On a des leads qui sont traités trop tard. On le voit, hein, toutes les études sur les leads de manière générale le disent. Si on ne contacte pas un lead dans la journée, le taux de réponse va être divisé par 4 et le lendemain, ça va être incrémental. Donc, il faut être très, très, très réactif sur nos mécaniques de lead. Donc, construire une organisation commerciale qui permet de traiter ces leads très rapidement, puisque l'intérêt décroît. On le voit tous, hein, quand on va sur un site internet pour acheter des chaussures, il suffit qu'on ait refermé la page et qu'on soit passé à autre chose. Même si le besoin reste potentiellement, je suis plus en capacité de pouvoir acheter directement mes chaussures si j'ai été capté à l'instant T que le lendemain ou le surlendemain. C'est un exemple que j'avais en tête parce que j'avais. Voilà. Shopping en ce moment. C'est ça exactement. Et le dernier sujet qui est un sujet très important, on l'a dit, hein, mais c'est pas de suivi du processus, c'est pas et d'investissement consenti. Très important d'avoir des mécaniques de reporting. On le voit dans les bonnes pratiques. Hein. Segmenter la base de données, être capable de savoir qui on adresse, qui sont nos personas. Donc les personas, c'est finalement les contacts qu'on adresse. Est-ce que c'est des directeurs commerciaux? Est-ce que c'est des responsables de chantier? En fonction de votre activité, finalement, quelles sont les 3 ou 4 fonctions que vous adressez? Et quel est le comportement finalement, quel est le profil type de ces personnes-là? Ça, c'est un premier fondamental qui est très, très important. Ensuite, être capable d'avoir une bonne base de données, c'est fondamental. Et ça, on l'a vu, hein, Trevor, on le voit tout le temps. Avoir les bonnes données, être capable d'avoir les bonnes variables au sein de votre CRM pour être capable de bien cibler finalement commercialement les entreprises et les contacts clés. Faire le point entre les équipes marketing et sales, parce que la génération de leads, c'est souvent un sujet qui est à cheval entre le marketing et les commerciaux. Donc, être capable d'aligner les enjeux des 2 équipes, c'est ultra important dans les bonnes pratiques. Donc, de se voir régulièrement, de faire des points, d'avoir des tableaux de bord de suivi communs et de comprendre pourquoi il y a des dysfonctionnements dans ces sujets-là. On a même certains clients qui installent les équipes marketing au milieu des open space commerciaux maintenant. On parle de ce marketing. On l'a un peu fait chez nous, on a rapproché les équipes pour qu'effectivement le marketing soit bien au service de la vente. C'est quand même ça le premier nerf de la guerre. Ouais, dans le cas d'usage qu'on voulait vous avancer aujourd'hui, vous présenter, c'est le lead scoring entre les équipes marketing et vente. Bon, juste pour avoir quelques détails sur ce qui s'est passé, on a construit nos profils types et on a défini nos différents canaux, le site web, le webinaire par exemple comme aujourd'hui, les différents canaux sur lesquels il va y avoir de l'activité de la part de nos prospects, de nos clients. Et on a mis un score qui va de 0 à 200. Plus la personne va mettre de l'intérêt, plus il va être proche de 200. Et c'est un score qui se reflète sur le CRM et sur le commercial qui va être notifié. Et donc, ça va permettre, ça fait un parallèle finalement et avec la productivité commerciale et avec la segmentation, ça va permettre au commercial de contacter les bonnes personnes au bon moment, sans que ce soit des leads chauds, entre guillemets. On est capable d'appeler des personnes très rapidement sur vous avez émis de l'intérêt sur tel et tel sujet. Et en plus, ça nous permet de personnaliser l'approche puisqu'on sait exactement ce qu'ils ont fait, les pages sur lesquelles ils ont été. Et donc ça nous permet justement sur le sujet de la génération et du traitement des leads de se rapprocher. On était peut-être au niveau 3, d'être au niveau 4 finalement du niveau de maturité de notre mécanique de lead. Ouais. En tout cas, d'avoir un outil aujourd'hui qui permet de suivre le trafic de ses interlocuteurs sur des pages web ou sur de l'interaction qu'il a avec du contenu, c'est devenu absolument clé dans une période où rien que les commerciaux, c'est compliqué de leur demander d'appeler dans le dur, on le voit chez nous, et c'est devenu contre-productif. On a de l'information pour être capable de savoir qui est le plus à même d'avoir des discussions intéressantes avec nous parce qu'il a interagi sur du contenu, parce qu'effectivement, il a une maturité d'achat qui est plus importante. Ça, aujourd'hui, les outils sont capables de nous le montrer. Et c'est forcément une mine d'or qu'il faut savoir exploiter. Donc, ça demande dans l'outil derrière d'avoir fait la bonne arborescence, d'avoir bien compris qui sont mes interlocuteurs et en fonction de ça, de préparer ma bonne segmentation parce que c'est un lead scoring qui doit vivre dans le temps. Il a téléchargé une étude, il gagne 20 points. Il ne s'est pas connecté depuis X temps, il en perd. Et donc, d'être capable effectivement de faire les bons triggers au bon moment pour les commerciaux et que même eux, dans la vision de leur base et dans l'animation quotidienne qu'ils en ont, d'être capable de réchauffer des gens qui sont plus en interaction avec nous depuis quelques temps et donc d'avoir une stratégie commerciale
qui soit finalement la plus fine possible en fonction de quelle est ma base de prospects ou de clients en fonction de mon job et de mon exercice commercial. Donc ça, c'est ultra important. Ouais. Effectivement, comprendre qui sont mes interlocuteurs, quels sont leurs enjeux, en fonction de ça, comment est-ce que je leur adresse mon message et être capable de capter toutes les différentes interactions sur les différents canaux sur lesquels je suis capable d'avoir du suivi. Du mail aujourd'hui, enfin, tous les outils CRM à peu près modernes sont interfacés, interconnectés sur des calls de la même manière, sont capables de faire des analyses de ce qu'ils se disent. Finalement, que toute bonne information soit exploitée et réexploitée à des fins de personnalisation et d'optimisation de l'efficacité commerciale. Ça, c'est ultra important. Je me fais le maître du temps parce qu'effectivement, on a d'autres sujets à évoquer. Donc, on va passer sur la productivité des équipes, qui est le sujet le plus important, hein, comme le rappelait Xavier, finalement. Productivité des équipes, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on adresse beaucoup en interne chez Up2 et qu'on adresse chez des clients sur des sujets, ce qu'on appelle de sales fitness. Ce qui peut dysfonctionner finalement sur la productivité des équipes, c'est on a des équipes qui n'ont pas d'agenda type, pas d'organisation, qui se retrouvent le lundi à commencer la semaine et pas forcément savoir ce qui va se passer lors de leur semaine, en tout cas pas avoir des phases un peu molles dans leur agenda. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible en fait. On doit être capable d'avancer sur des mécaniques de agenda type, d'être capable de structurer un agenda. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de mettre de la rigidité dans l'organisation des commerciaux, mais à minima, de structurer des grandes catégories de telle journée on fait ça, telle journée on fait ça. Il y a des phases dédiées à la prospection, d'autres à la gestion client et d'autres à la rédaction des propositions, par exemple. Il y a beaucoup de processus qui sont chronophages, hein, c'est ce qu'on remarque aussi, on le vous disait, la transformation commerciale est en phase d'explosion à l'heure actuelle, avec beaucoup d'outils qui ressortent pour être capable d'automatiser des processus. Et finalement, la conséquence, c'est qu'on a des commerciaux qui passent plus de 50% de leur temps dans certaines entreprises sur des tâches qui sont périphériques à la vente, de l'administratif, de la facturation, des devis, des mails. Notre conviction, c'est sur le sujet de la productivité des équipes, on peut aujourd'hui être capable, au regard de tout ce qu'il y a sur le marché, d'optimiser, en tout cas de faire en sorte que les commerciaux passent plus de 50% de leur temps à la vente. Alors bien évidemment, ça dépend de est-ce que c'est des commerces de terrain ou pas, etc. Mais en tout cas, d'optimiser ce temps de vente et d'automatiser, en tout cas d'être capable de gérer ailleurs les sujets de tâches périphériques à la vente et qui font perdre du temps aux commerciaux. Ouais. Dans les bonnes pratiques, effectivement, constater ce qu'on appelle le sales fitness, juste pour information, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans chez Up2. Tous les ans, on redescend l'agenda type d'un commercial et on identifie dans sa semaine quels sont les temps qui sont dédiés à du business, quels sont les temps qui n'en sont pas, les tâches à faible valeur ajoutée et celles qui y sont moins. L'objectif, à chaque fois qu'on fait cet exercice, c'est d'être capable de repasser au-dessus de la barre des 50. Et sur la majorité de nos clients sur lesquels on fait des sales fitness, quand on refait la semaine type d'un commercial, je peux vous assurer que c'est assez effrayant. Et si vous faites l'exercice, c'est intéressant aussi de faire avec vos sales en réunion commerciale. Généralement, ne soyez pas surpris si vous êtes entre 20 et 30%, c'est quand même la norme chez pas mal de clients, de vrais temps dédiés d'interaction avec des clients, à faire du business, à faire du transactionnel. C'est compliqué d'avoir plus de 20 à 30% chez la majorité des sociétés françaises. Et vous pouvez faire cet exercice tous les ans. Hein. Tous les ans, vous aurez rajouté de nouvelles habitudes, de nouveaux contenus, de nouveaux process qui vont alourdir le quotidien. Et c'est effectivement quand même le job de vos équipes capables finalement, je ne sais pas si c'est revenu chez vous, on a perdu l'écran quelques secondes, mais d'être capable d'alléger la charge de vos équipes et d'être capable justement d'optimiser leur quotidien avec soit des outils, soit finalement des tâches qui appartiennent pas à l'univers commercial et sur lesquelles vous pouvez très bien le transférer sur une autre équipe d'ADV, des équipes de SDR. Bon, il y a différents protocoles après sur ces sujets effectivement de productivité commerciale, on est aussi évidemment là s'il y a des questions là-dessus. Ouais, effectivement, pas mal de questions, donc la question et réponse. J'en aura 4 au total si vous voulez y répondre un petit peu après. Ouais. Je sais pas combien On va passer vite sur le reste finalement parce qu'il nous reste 5-10 minutes là. Mais donc pour résumer, effectivement, être capable de faire l'agenda type, voir quelles sont les tâches qui sont à faible valeur ajoutée et celles qui peuvent être optimisées
Et en conclusion de la productivité des équipes, ça peut soit être un sujet d'automatisation des tâches, soit un sujet d'organisation de vos équipes commerciales et périphériques à la vente. Le cas d'usage qu'on a utilisé chez Up2, c'est qu'en 2019, on a fait ce travail-là et on l'a refait en 2021. En 2021, c'est un sujet d'automatisation. On a pris des outils qui permettaient d'automatiser des tâches commerciales. En 2019, c'est un sujet d'organisation. On a remarqué que les commerciaux perdaient beaucoup de temps, 3 à 4 heures par semaine, sur des tâches périphériques à la vente. On a recruté quelqu'un et on a mis finalement toutes ces tâches administratives sur cette personne-là. Ça nous a permis d'augmenter notre nombre de rendez-vous de 30%. Et in fine, d'accompagner notre croissance aussi à 2 chiffres à moyen long terme. C'est un item qui a permis de nous accompagner dans la croissance de notre chiffre d'affaires. Exactement. Mais en tout cas, c'est un exercice comme sur les sujets de CRM et d'optimisation qu'il faut faire de manière régulière parce que forcément, le business évolue et le quotidien de vos équipes aussi. Et c'est important d'avoir ça quand même en tête de pont. Et là, c'est un vrai exercice qui est déjà ultra intéressant à faire et que vous pouvez faire tout seul et faire 80% du job tout seul assez facilement. Segmentation, tu voulais passer sur lequel? Lead gen, KPIs et data ou segmentation? Peut-être KPIs et data. Ouais, revenir sur. Il nous reste KPI data sur segmentation. On n'aura pas le temps d'y revenir dessus, mais ce n'était pas un sujet prégnant chez vous. En quelques mots, ce qui peut dysfonctionner sur les sujets de KPI, c'est souvent un sujet de qualité de la donnée ou de ne pas avoir les bonnes mécaniques de suivi de l'activité commerciale. Ce qu'on remarque de manière générale, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui pilotent l'activité commerciale seulement au chiffre d'affaires ou à la marge. Donc finalement, la fin du funnel de vente. Nous, nos convictions, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, dans un contexte compliqué, on doit être en capacité de suivre tous les items de votre cycle de vente dès le début. Combien mon commercial y passe d'appels ou combien de visites fait mon commercial en tout cas, quel est son taux de transformation sur ce premier niveau-là, sur le deuxième niveau, combien il est capable de faire un deuxième rendez-vous, donc c'est quoi son pourcentage, et combien il fait de propositions commerciales, quel est son taux de closing. Le pilotage de l'activité commerciale, ça passe aussi par être capable de mettre en place les bons indicateurs. Peut-être que vous avez un commercial qui a 100% de ses objectifs, mais qui pourrait être à 150, 160, parce qu'on se rend compte qu'il lève le pied. Et ça, en fait, aujourd'hui, on doit être capable à l'échelle d'une direction générale ou d'une direction commerciale d'avoir les bonnes mécaniques de suivi. Et ça passe par des bons reporting. Mais on revient sur le sujet de l'adhésion. Le bon reporting, il ne fonctionne que si les commerciaux adhèrent au process finalement. L'objectif, c'est dans les bonnes pratiques, c'est d'être capable d'avoir 5 à 10 grands indicateurs clés de la performance commerciale, pas plus, pas moins. Alors moins si ça pourrait être, ça dépend de votre activité, mais pas trop non plus. D'être capable de fiabiliser la donnée et de mettre en place des bons tableaux de bord qui vous permettent de prendre des décisions en temps réel, en tout cas de mesurer en temps réel le niveau d'appropriation des équipes. Il y a pas mal de questions là-dessus, je crois. On y revient juste après. Donc voilà sur le sujet qui est pilotage, il nous reste 3 minutes, je passe assez rapidement, mais chez Up2, nous on a travaillé par exemple sur le prévisionnel de chiffre d'affaires qui était un sujet très important. On a fiabilisé côté process, donc avec les commerciaux, le processus d'être capable de remplir les bonnes données, côté reporting et côté direction, on est en capacité maintenant d'avoir une visibilité à 3 mois sur notre chiffre d'affaires, en tout cas au mois d'être capable de savoir à la fin du mois combien on va faire. Et ça, c'est un vrai confort pour nous pour piloter l'activité tout au long du mois à l'échelle de notre direction commerciale, nos directions générales, mais aussi à l'échelle des managers, de savoir à l'échelle de chaque équipe combien je vais faire à la fin du mois et sur quel item je dois mettre, sur quel commercial ou sur quel deal je dois mettre le plus d'énergie. Ça, c'est essentiel pour aller chercher vos points de croissance justement et pour répondre aux enjeux que vous avez identifiés au début de ce webinaire. Ouais. Et dans un contexte où tout bouge vite et on le voit avec quand même là on le voit de nouveaux conflits qu'on n'avait pas anticipés qui reviennent bousculer l'échiquier de nos organisations respectives, plus vous avez des informations tôt sur le haut du funnel, plus vous êtes capable d'anticiper les répercussions. Et effectivement, ce qu'on voit avec nos clients, c'est qu'avec un focus finalement sur le bout de l'entonnoir, on n'est pas capable d'anticiper ce qui se passe au démarrage et de pas être capable de mettre le bon niveau d'énergie, le bon niveau de stratégie en fonction des évolutions du marché. Donc, une des recos, c'est repartir du haut de l'entonnoir assez facilement. Pas besoin de prendre 25. Le danger et l'écueil, c'est de prendre trop de KPIs. Prenez 5-10 KPIs maximum clés. Par contre, que vous devez être capable de suivre et de piloter quasi à la semaine, au moins sur les premiers indicateurs de motricité, puisque avec la bonne motricité, normalement au démarrage, vous devriez avoir un scénario un peu type qui se dessine et rentrer dans une approche un peu plus prédictive, sous réserve d'avoir la bonne donnée, sous réserve d'avoir des commerciaux qui jouent le jeu et qui ont donc un outil bien pensé, bien personnalisé. Voilà. C'est là aussi le début de l'entonnoir, c'est quand même d'avoir un outil dans lequel la donnée d'entrée est fiable pour qu'en sortie, vous puissiez être capable de l'exploiter correctement. On arrive au bout, on va répondre à vos questions et réponses.
on terminera avec une petite conclusion très rapide. Je vais vous mettre toutes les questions, parce qu'il y en a une à laquelle j'ai répondu à l'écrit, et du coup, on ne la voit pas dans les questions. Est-ce que vous pourriez lister un top 5 de CRM destiné aux PME de la part d'un spectateur anonyme? C'est compliqué de répondre de but en blanc comme ça. Il y a beaucoup de CRM qui existent et finalement, ça va dépendre de beaucoup d'items. Quel est votre cycle de vente, votre organisation, vos enjeux? Est-ce que vous voulez un CRM simple, pas simple? Nous, on travaille avec des outils SaaS. Donc, par SaaS, j'entends des logiciels qu'on n'installe pas en dur finalement dans vos entreprises, des logiciels où vous avez des licences que vous pouvez faire bouger assez rapidement et des logiciels qui sont simples. En tout cas, c'est notre conviction. On travaille beaucoup avec HubSpot, qui est notre CRM en interne et qui, pour nous, est un CRM très puissant qui permet d'aller chercher le niveau 5 de la machine de vente. On travaille avec Pipedrive aussi, Salesy, nos CRM, Zoho. Donc, à l'échelle d'une PME, ces CRM-là, finalement, ils vont être capables de répondre à une grande partie de vos enjeux commerciaux. Maintenant, si vous avez une spécificité très technique, très industrielle, potentiellement, il faudra se poser des questions de est-ce que je ne prends pas un ERP avec une surcouche CRM. Ça va dépendre de votre besoin d'un point de vue métier et d'un point de vue de ce que vous voulez aller chercher. Mais on est convaincu que tous les CRM que je viens de vous donner vous permettent d'aller chercher à minima le niveau 3, voire le niveau 4 de votre efficacité et de l'intelligence commerciale autour qu'on vient d'évoquer. Ouais, bon, de manière générale, on est plutôt de l'école do it yourself et essayer d'avoir des modèles assez simples sur lesquels vous pouvez avoir la main sur du paramétrage, sur de l'optimisation. Le corollaire de ça, c'est qu'il faut avoir des gens en interne ou une affinité, en tout cas de la direction, pour voilà, et mettre les mains un peu dans le cambouis parce que ça évolue vite. Et voilà, d'avoir des logiciels assez souples demande aussi une actualisation un peu permanente et demande une action en interne ou avec un partenaire assez régulière, une intervention régulière pour être sûr que ce soit bien un jour. Voilà, une question sur 6. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est en bas à gauche. Il nous reste 5 questions et on va les traiter par ordre chronologique parce que vous pouvez également voter pour les questions de chacune et chacun. On va passer à la question de P. Célin Dano, 11h48. Quel est le temps moyen par commercial pour travailler sur son CRM de vos retours? Les entreprises sondées accorde quel tempo pour le travailler, car un CRM bien travaillé pour le collaborateur demande du temps. Je n'ai pas tout compris, peut-être que vous avez mieux compris que moi. Il y a pas mal de questions dans la question. J'ai l'impression que c'est finalement, si je la récap, c'est finalement combien est-ce qu'il faut de temps qu'un commercial passe sur son CRM pour que ce soit efficace. J'ai envie de dire, il faut qu'il y soit un peu tout le temps. Et en tout cas, si le CRM est optimal, c'est là qu'il prend sa prise de notes, c'est là qu'il enregistre ses appels, c'est de là qu'il envoie ses mails. Donc, potentiellement, chez nos clients et chez les gens qui utilisent beaucoup de CRM, je dirais que c'est 70% du temps d'un commercial sédentaire qui fait de la visio, sur lequel, effectivement, il n'y a pas de voiture ou de déplacement, mais il est tout le temps ouvert et c'est l'outil principal. Il y a la visio et il y a le CRM, finalement, ou son téléphone et le CRM. Donc, c'est quasi permanent et ça doit devenir l'outil de référence de vos équipes commerciales. Et on a des visions assez différentes sur des PME peut-être plus industrielles, avec du terrain, avec de la visite. Là, c'est plutôt un outil de saisie dans lequel je suis capable d'enregistrer mon activité commerciale. Donc, voilà, des gros niveaux de variation. On va dire que sur des boîtes telles qu'Up2, c'est, je pense, 70% du temps sur lequel il est ouvert en toile de fond. Et sur des clients, je dirais que c'est peut-être entre un minima 10% dans la journée, le temps de faire de la saisie, d'envoyer les informations. Et souvent, les commerciaux pourraient y passer plus de temps, mais c'est un sujet d'outils et vu qu'il est vu comme une contrariété, effectivement, les gens y vont le moins possible. Mais il faut que ça devienne plus de 50% du temps. En tout cas, c'est. Et un corollaire à la question de la même personne qui disait un manager passe combien de temps en moyenne pour analyser son CRM équipe? C'est un peu la même réponse, finalement. Ouais. Il est tout le temps sur le CRM dans la mesure où on a un pilotage de l'activité en temps réel, ou en tout cas qui permet d'avoir, quand on le souhaite, le bon niveau d'analyse. Nous, nos managers chez Up2, ils passent quasiment une demi-heure, 1 heure par jour à regarder à minima leur CRM, en tout cas à faire des ajustements. Et après, en reporting, en rapport hebdomadaire ou mensuel, c'est un support finalement qui aide les managers à piloter l'activité et à dire où est-ce que tu en es tes activités. On l'a dit tout à l'heure, tu as passé combien d'appels, tu as fait combien de rendez-vous, sur quoi je peux t'aider en tant que manager. Il y a peut-être une affaire qui est plus importante que l'autre parce que tu as besoin de moi ou tu as besoin que je t'aide parce que j'ai connu ce sujet-là. Donc, c'est être capable de mettre le bon niveau d'énergie. Donc, finalement, c'est un support continu du management. Complètement.
Et puis sur chaque point de chaque préparation de rendez-vous, les managers sont forcément là sur faire du shadow, monter sur des rendez-vous. Bon, une information qui n'est pas dans le CRM, en tout cas c'est la règle chez nous, n'existe pas. Donc il doit être capable de retrouver qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient le client, l'origine, est-ce qu'on a interagi avec lui, c'est quoi la prise de notes correspondante aux premiers échanges. Il doit être capable quasi, si ses collaborateurs ou si son collaborateur est en congé, de reprendre instantanément le lead sur le projet. Donc il y passe, en tout cas les bons managers, ils passent pareil, c'est ouvert tout le temps sur du suivi, sur de l'animation de l'équipe. Génial, merci beaucoup. Je termine cette question. Ensuite, on a une question de Cell Eloquent avec et qui nous dit productivité des équipes, que contenait votre enquête et qui a augmenté le nombre de rendez-vous de 30%. Ouais, ça, bon, c'est moi qui m'en étais occupé à l'époque sur les sujets de sales fitness, donc je peux vous répondre. C'était des sujets liés à la saisie de contrats et notamment administrative, relance, facturation. Et en fait, on a recruté quelqu'un dédié sur la partie compta, tout ce qui est relance et suivi de factures, donc saisie des factures, saisie des contrats et derrière relance. Et c'était énormément de temps chez nous, la partie recouvrement. Donc, en éliminant rien que cette partie-là de réalisation de contrats, ajustement, recouvrement, suivi des impayés, on a été capable de remettre de la motricité sur un exercice qui était important, qui était passer des coups de fil et finalement faire des rendez-vous avec les clients. C'est sur ça qu'on attendait nos équipes commerciales plutôt que sur un exercice de gestion pure. Donc voilà, assez simple finalement, mais il faut l'avoir identifié. Il faut vraiment avoir mis des heures en face de qu'est-ce que ça prend en temps réel par jour ou par semaine. Et une fois qu'on a ces données-là, d'être capable de prendre des décisions au niveau de la direction. Et dans l'agenda type, d'être capable de réallouer ce temps-là à de la vente. Finalement, c'est ce qui est assez super important de dire, bon, ben, là, on t'a dégagé 3 heures dans la semaine. Ces 3 heures-là, tu les utilises pour prendre des rendez-vous, pour faire des rendez-vous. Oui, après, il faut effectivement retravailler l'agenda avec des vraies plages horaires dédiées et faire en sorte qu'ils s'y tiennent. Tu as raison. Ouais. Ensuite, on a une question de Marc de Paris qui nous demande quel niveau de rendez-vous découverte physique et vidéo. Je sais tous, c'est une question un peu personnelle, donc je pense qu'on peut y répondre rapidement. Ouais, c'était beaucoup de physique et je pense qu'on est aujourd'hui entre 80 et 90% de visio sur nos rendez-vous. Super. Et ensuite, une autre question de Marc qui, cette fois, concernera un petit peu plus tout le monde, qui me forcera peut-être à faire un peu de navigation. Est-ce qu'on a un lien pour les KPIs et le PEP plan? Je leur remets dans le chat notre chaîne YouTube et le fait qu'on reviendra vers vous par mail avec le replay et avec d'autres supports au sujet de le CRM et vendre votre machine commerciale un peu plus performante. Mais du coup, est-ce qu'on a un peu plus de liens sur le KPIs et le PEP plan? Alors oui, effectivement, il y en a sur les sujets de PEP-plan et on a une étude, je pense, sur les sujets de rémunération avec les PEP-plans qui sont concernés. On a des ateliers qui sortent bientôt, on dit dans l'oreillette, qui effectivement arrivent bientôt. On a des ateliers aussi pour nos clients en interne avec des gens dédiés de la partie recrutement qui sont capables de vous faire un benchmark de comment est-ce que vous êtes positionné en termes de P-plan par rapport à vos petits camarades de jeu dans une période compliquée. Donc, d'être capable aussi de faire évoluer vos P-plans sur des notions d'attractivité, sur des sujets de motivation de vos équipes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial up-to qui sera capable de vous apporter de la matière normalement sur ces sujets-là. C'est vite. Spectateur anonyme, tu veux que je les prenne dans l'ordre? Ouais. Comment réussir à instaurer un CRM après un démarrage raté? Ouais. Très bonne question. Je te la laisse. Merci. C'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on est confronté de la part des directions générales et commerciales qu'on rencontre. Il faut essayer de comprendre pourquoi le démarrage a été raté. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème d'adhésion des équipes? Il faut mettre un stop sur le lancement actuel et se poser la question de qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle est la conséquence aujourd'hui. Il faut refaire un lancement. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de se dire il y a un post-mortem à faire. Ouais, un post-mortem et on retravaille notre lancement. On remet de l'énergie d'un point de vue communication en interne auprès des équipes, mais on retravaille ça de manière, non pas de la manière optimale, mais de la manière en capitalisant sur ce qui s'est passé juste avant et ce qui a fait que ça n'a pas marché. Souvent, ce qui ne fonctionne pas, c'est justement un sujet d'adhésion des équipes ou alors un sujet on a lancé le CRM et il y a eu un problème technique. Donc peut-être un sujet on a lancé le projet trop tôt par rapport à ce qu'on en voulait comme produit fini. Ou alors on l'a lancé et les commerciaux n'ont pas adhéré. Donc, il y a un diagnostic, diagnostic, post-mortem et en fonction de ça, stratégie de redéploiement. Sans doute réimpliquer des gens. Généralement, quand ça n'a pas marché, quand même 9 fois sur 10, c'est que des équipes maîtres dans votre échiquier interne n'étaient peut-être pas suffisamment impliquées. Donc, refaire quelque chose de plus collaboratif, de plus inclusif sur vos personnes clés
et de refaire un lancement et être sûr que l'outil soit bien probant par rapport au quotidien des équipes. Mais si vous avez fait de l'inclusif, normalement, vous êtes déjà un peu plus ceinture bretelle sur le lancement. Tip top. Ensuite, on a une question de Sandrine Poplis qui nous dit, par rapport à la perte d'intérêt d'un lead, est-ce la même proportion en B2B ou en B2C? Encore, c'est une question un petit peu différente également. Je vous laisse. Je suis pas sûr de comprendre la notion de perte d'intérêt. C'est ce que je disais tout à l'heure sur il faut contacter très rapidement un lead. Si tu ne contactes pas rapidement. Ouais. Moi, je pense que c'est encore plus volatile sur du B2C exactement. que sur du B2B. Ouais. Je crois que sur B2C, je connais plus exactement la stat, mais je crois que c'est même sous 40 minutes pour contacter quelqu'un. Les organisations les plus rapides essaient de. Je sais que des gens comme Solocal, ils essaient de rester sous 20 minutes pour en avoir discuté avec eux. Donc, non, il faut être ultra actif. Sur du B2B, nous, généralement, c'est dans la journée max. Et si on peut le faire dans les 2 heures, c'est quand même la consigne. Exactement. On se parle en heures pour B2B, on se parle en minutes en B2C. Ouais. Souvent, on dit que en fait, le B2C est lié au tempérament, à la volonté d'un individu, alors que le B2B, ça peut être lié à la volonté d'une organisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vrai que ça peut faire une petite différence. Ensuite, Stéphane nous dit, vous avez une offre d'accompagnement au choix et à l'implémentation d'un CRM. Pouvez-vous nous en parler? Mais Stéphane, merci beaucoup. Stéphane ne travaille pas chez Pou, on appelle Stéphane chez Pou. Stéphane nous demande un peu plus de détails sur l'offre que tu portes, Lies. Effectivement, dans les grandes lignes, on pourra s'en reparler, Stéphane, bien évidemment, mais on a lancé un accompagnement autour des CRM il y a maintenant quelques mois. Sur de l'accompagnement au choix et de l'implémentation de CRM. Alors, on accompagne les entreprises qui ont un CRM et qui veulent soit l'améliorer, soit en changer. Ou alors les entreprises qui n'ont pas de CRM et qui veulent mettre en place un nouveau CRM. Donc, notre accompagnement, il va se porter sur être capable de définir avec vous le bon périmètre de votre cahier des charges. Finalement, ça fait écho à la question qu'on nous a posée tout à l'heure sur c'est quoi les bons outils. Pouvez-vous me donner 5 CRM pour une PME? Je ne suis pas capable de vous répondre tout de suite parce qu'on a besoin de comprendre quels sont vos enjeux, votre organisation, vos méthodes. Notre valeur ajoutée, elle est vraiment très orientée sur la partie business du projet CRM. On n'est pas des experts techniques, on est des experts de la vente. Et on a mis en place des CRM pour les vendeurs et pour les managers et les directions commerciales. Donc, on vous aide à définir le cahier des charges. On choisit avec vous le meilleur outil qui coche les cases de votre cahier des charges. On implémente votre CRM sur la partie fonctionnelle. Donc, on le paramètre fonctionnellement. C'est quoi vos contacts, vos entreprises, vos deals, etc. etc. Et ensuite, surtout, par rapport à l'adhésion, on forme vos équipes, on les accompagne à ce qu'ils l'utilisent dans le temps et à ce qu'on évite un lancement d'un raté de CRM. Ça, c'est pour les boîtes qui n'ont pas de CRM ou qui veulent changer de CRM. Pour celles qui ont un CRM, finalement, on revient à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Comment on peut vous améliorer votre machine de vente, votre CRM, en passant d'un niveau 2 à un niveau 4, un niveau 5, en travaillant sur des briques d'intelligence commerciale autour du CRM, sur de la stratégie commerciale, de la tactique de vente, de l'adhésion des équipes, de la productivité, du lead gen, etc., etc. Donc, voilà notre accompagnement dans les grandes lignes. Et Stéphane, avec grand plaisir pour en reparler. Avec la possibilité aussi maintenant de ce qu'on appelle, et ce qui se fait assez souvent, c'est du sales up in résidence, dire finalement, vous avez des experts de chez nous qui peuvent passer une journée par mois pour être sûr que votre CRM soit toujours optimisé, optimal, et qui vivent bien à côté de vos ambitions et au service de vos ambitions. Ça, c'est quand même ultra important. Éviter d'avoir des CRM qui vieillissent et qui prennent la poussière. Ça sera aussi un des enjeux majeurs. Donc là-dessus aussi, vous pouvez compter sur nous. Ensuite, dernière question, je pense que c'est la deuxième ou la troisième de P. Céline Dano. On va se rappeler. Vraiment. Comment d'un CRM interne associer une solution externe, compiler les deux pour apporter encore plus d'efficience? Ça me fait penser à Mojo. Et ce sera la dernière question, sauf s'il y en a une nouvelle, mais pour le moment, c'est des sujets d'intégration. Je pense que c'est le nerf de la guerre de tous les CRM modernes, être capable d'intégrer et d'interfacer ça avec des outils qui communiquent entre eux et qui sont chacun puissants dans leur domaine. C'est le cas des CRM du moment, avec des logiques d'API ou même des logiques d'intégration prévues déjà dans le dur. Aujourd'hui, tous les CRM doivent être intégrés à différents outils pour bien fonctionner. C'est le cas de quasi tous nos clients, d'avoir un logiciel de CRM qui doit fonctionner avec un ERP, qui doit fonctionner avec un outil d'analyse quelconque ou qui doit fonctionner avec effectivement du suivi de trafic en ligne, par exemple. Donc, c'est central de préparer ces intégrations-là. Et bien sûr, il faut être capable d'associer les différents outils et d'être capable de les faire vivre. C'est ça les complexités. C'est facile de les brancher. Derrière, il faut maintenir les branchements pour qu'ils soient les plus efficients possibles au fur et à mesure que votre organisation évolue, que votre modèle de données évolue et que
et que votre CRM se transforme puisque vous le modifiez aussi chaque jour dans une logique d'optimisation. Et juste pour compléter ce que dit Trevor, ce qui est important dès le départ pour être dans une logique d'efficience entre deux systèmes, c'est être capable de dire dans mon quel est mon processus métier, mon processus commercial, et comment je le modélise dans les outils finalement. Est-ce qu'il faut que je fasse tout dans le CRM et tout va se redéverser dans ma solution interne, ou est-ce que finalement je dois jongler entre mon CRM et mon ERP par exemple. Pourquoi? Quelle est la donnée maître? Comment on travaille sur le côté bidirectionnel? Et ça, en fait, si on ne le met pas en place dès le départ, si on le modélise pas, ça va vite être un sujet. Donc, nous, en fait, la manière dont on pense ce truc, c'est définir le processus métier, définir ensuite le processus en termes d'outils et le faire vivre dans le temps. Et c'est ce qui va être vecteur d'efficacité et d'efficience, hein, comme vous le disiez, parce que finalement, on évite des doubles saisies, on évite de jongler entre deux outils pour avoir accès à la même information. Nous, chez Upto, on a branché notre CRM, par exemple, avec notre outil de back-office. Les commerciaux n'utilisent que le CRM aujourd'hui. Toutes les informations du back-office remontent, enfin, les informations pertinentes remontent dans le CRM et ça nous permet de se concentrer que sur le CRM. Ouais, il y a une dernière question de Sandrine, effectivement, sur réflexion sur le sujet d'Odoo et peut-être de switcher depuis HubSpot vers Odoo. Bon, tu les connais bien, tu les as rencontrés, on les voit assez régulièrement. Je trouve que c'est un super outil qui est très utilisé dans un environnement de PME sur des logiques transactionnelles, qui est un peu moins souple de ce que j'ai compris, mais c'est toi l'expert, qui est un peu moins souple et qui demande à mettre les mains, en tout cas, dans du développement. Donc à voir, Sandrine, si vous avez effectivement quelqu'un de dédié en interne ou un intégrateur qui est capable de bien le personnaliser et de le faire vivre avec le bon niveau de personnalisation. En tout cas, c'est un outil qui, si bien paramétré, si bien pensé dès le démarrage, est effectivement ultra puissant, hein, de ce qu'on en voit. Donc, Ouais, passer d'Odoo à HubSpot en termes de CRM, on perd en fonctionnalité. Mais peut-être que vous n'aviez pas besoin d'HubSpot, c'est la question qu'il faut se poser. C'est peut-être trop fonctionnel pour vous. Mais sur la partie CRM, c'est très fondamental, très basique Odoo. La valeur ajoutée d'Odoo, c'est que c'est une suite d'une cinquantaine d'outils qui vont permettre aux PME de suivre non pas que la partie commerciale, mais aussi la partie gestion, facturation, logistique, etc., etc. Donc, Sandrine, pour répondre à votre question, que sur la partie CRM, moi je déconseille de passer d'HubSpot à Odoo de manière générale, sauf si vous avez quelque chose de très simple et vous avez un besoin très simple et que vous avez d'autres besoins périphériques à la vente. Donc voilà. C'est la réponse. Hein. Ensuite, Mais avec plaisir pour si questions par rapport à ça et si vous avez besoin d'un petit apport externe qu'on regarde, on est évidemment là sur ce genre de problématique aussi. Et Marc, effectivement, avec une autre question sur le rôle des LIA dans l'upgrade des CRM. Ouais, bon, forcément, on suit ça de près et ça y est, hein, HubSpot commence à intégrer des briques d'outils. Ouais. Salesforce aussi. Et Salesforce aussi, on le voit, on utilise nos mojo en interne, j'en parlais, sur tout ce qui est analyse conversationnelle, en fait, sur nos visios, on est capable d'avoir le contenu qui est formalisé, d'avoir un récap, un compte-rendu, potentiellement demain, un mojo qui est capable, si on le branche avec un HubSpot, de mettre à jour nos fiches en disant, bah, notre client nous a dit que la boîte fait 8 millions, dans le CRM, on a vu que c'était 7 millions, donc d'avoir un enrichissement aussi progressif grâce à de l'analyse quasi instantanée. C'est vers ça qu'on tend et d'avoir aussi la possibilité de retranscrire des questions qui sont posées par le commercial dans une prise de notes qui va directement dans le CRM, demain dans une prise de notes qui est capable de faire des propositions commerciales. On va y arriver, hein, je pense que progressivement, ça prend de la vitesse sur ces sujets-là et donc on aura des CRM qui sont effectivement de plus en plus qui s'enrichissent de manière effectivement quasi automatique en fonction des canaux et du contenu avec lesquels on les alimente, qui est le principe même de l'IA. C'est juste la bonne information de démarrage à laquelle il faudra être vraiment vigilante pour éviter d'avoir un CRM qui, derrière, avec toutes les implications que ça a, quoi. La mauvaise information dans le CRM a des implications vraiment complexes. Mais ça pourra faire l'objet d'un webinaire, effectivement, mais je pense que c'est un peu tôt. Le marché aujourd'hui n'est pas encore prêt. On voit que tout ce qui sort côté IA au niveau de la vente, on n'est pas 100% convaincu pour le moment de la valeur ajoutée, mais il y a beaucoup d'initiatives, et c'est très dynamique. Donc je suis sûr que d'ici à 2024, on aura des super solutions. Mais effectivement, on pourra ouvrir la porte à c'est quoi le commercial de demain, finalement, le commercial connecté. On est même capable aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de faire des vidéos. On filme une seule vidéo, on prend un texte et avec les variables du CRM, on est capable de la répliquer x 40, x 50. Ouais, les possibilités sont assez infinies et c'est assez intéressant et en même temps, ça fait peur.
Ouais, ça demandera encore de se réinventer, mais on a l'habitude. Mais Marc, on se note effectivement quand on le met à l'ordre du jour de vous faire une invitation et de vous prévenir quand ça sera. C'est une très bonne idée, je prends. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Bon, on a complètement explosé le timing et merci à beaucoup. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, un tiers des participants au total qui sont restés pour vous entendre répondre aux questions jusqu'au bout. Et je vous lis juste un retour, par exemple, de Bruno qui dit toujours au top, up to, merci pour tous les éléments partagés. Je retiens la partie lead et remobiliser son équipe sur une semaine type que je vais mettre en application pour 2024 et la faire interagir avec notre Salesforce. Merci beaucoup pour tous ces retours, mettre en place les KPI. Merci Bruno. Maximum. Merci encore et bonne journée. Donc, je vous laisse profiter des retours, c'est toujours la meilleure partie. Et bien joué d'avoir répondu quand même à 16 questions. C'est gentil. Et merci pour Bon appétit à tous. Ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite une super semaine et puis vive la vente et vive le CRM. Alors. C'est écrit juste derrière vous en plus. Je ne sais pas si le nuance voit suffisamment sur la C'est vrai. caméra. On se retrouve également sur YouTube pour le replay. Et à bientôt pour ceux qui sont intéressés pour parler de CRM et de performance commerciale. Avec grand plaisir pour continuer la discussion ensemble.